Bonjour, Merci d'être avec nous à JPR Joseph aujourd'hui. merci de me recevoir. Avant de parler un peu de vos livres, on va parler un peu de vous. Donc, vous avez 53 ans. Oui. Vous avez publié donc 3 romans pour l'instant. Donc, Glacé, qui a eu le prix du Polar au Festival du Cognac, prix du Polar européen Le Point et prix de la Maison de la Presse. Alors, précision, il a été finaliste des prix des maisons de la Finaliste, presse et finaliste du excusez-moi. prix européen du Polar. Ensuite, il y a eu le Minier, Bernard Minier, Le Cercle, juste là ici. Donc, il y a eu lui aussi le prix Cognac. C'est exact. Oui, il a eu le prix des médiathèques et des bibliothèques au Festival de Cognac, oui, qui est un autre prix décerné pendant le festival. Et ils ont tous les deux été finalistes au Grand Prix des lectrices L. Absolument. Et vous revenez aujourd'hui donc pour le 3e, N'éteins pas la lumière, sortis tous les 3 chez XO. Et les 2 premiers sont sortis en pocket. Donc, je disais tout à l'heure, vous avez 53 ans, vous vous êtes mis à 50 ans au polar. Comment on devient écrivain à 50 ans de polar? Est-ce que c'était une envie de longtemps? Est-ce que ça vous est venu très très tard? Comment vous êtes venu ici? Ah bah, du jour au lendemain, un beau matin, je me suis réveillé écrivain. Non, en fait, je plaisante, c'est tout le contraire. Évidemment, ça vient pas comme ça. Moi, j'écris depuis très très longtemps. J'écris depuis que je suis ado. J'ai toujours écrit, mais je n'avais jamais rien proposé à la publication jusqu'à la cinquantaine. C'est peut-être la fameuse crise de la cinquantaine qui m'a poussé à aller jusqu'au bout de l'expérience. Et puis c'est une rencontre, surtout j'ai rencontré quelqu'un dans des concours de nouvelles, j'en faisais beaucoup, qui m'a convaincu de tenter ma chance auprès des éditeurs avec ce texte qui était glacé, dont j'avais une soixantaine de pages et que j'ai terminé. J'ai envoyé ça par la poste et voilà. Et puis après, ça s'est passé très très vite. Donc peut-être que j'aurais dû essayer ça plus tôt, je ne sais pas. Allez, j'ai pas trop tard, et puis ça change des Porsche finalement pour la crise de la cinquantaine. Ouais. On remarque dans vos livres quand même une bonne connaissance du système politique, enfin policier et judiciaire. Vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup enquêter, ou ça faisait partie de votre connaissance antérieure? Alors non, bah, même si j'étais dans les douanes auparavant, hein, non, non, c'était pas franchement une connaissance que j'avais. Je connaissais pas du tout le milieu de la police, hein, ni le milieu judiciaire. Pour Glacer, c'était essentiellement de la documentation. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai enquêté par moi-même, mais j'avais pas vraiment de contact dans la police. Et c'est à partir du cercle où, là, pour le coup, j'ai vraiment cherché à rentrer. Avec mon statut d'auteur sur le front, tout frais, tout neuf, je me suis dit, tiens, on va tenter le coup. J'ai pris contact avec des policiers du SRPJ de Toulouse. Et ça a été formidable parce qu'ils m'ont appris plein de choses qu'on ne trouve ni sur Internet, ni dans les journaux, ni dans les livres. Vraiment ça m'a apporté énormément, ce contact avec les policiers. Et depuis, quand j'écris un roman, dès que j'ai un point de procédure à éclaircir, dès que j'ai un petit doute sur un aspect de l'enquête, je décroche mon téléphone et je les appelle. Et généralement, la réponse, c'est mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, on est en général, la réalité est très loin des séries télé américaines en général quand même. Alors, l'autre point quand même commun, c'est donc, en tout cas pour les 2 premiers, c'est la région. Enfin, ça fait partie de votre vécu par contre, ça beaucoup plus. Oui, bah, j'ai grandi au pied des Pyrénées les 20 premières années de ma vie, j'y ai passé pour ainsi dire. Ensuite, j'ai été à l'université à Toulouse. Donc le sud-ouest, la région Midi-Pyrénées, c'est une région que je connais quand même très bien. Quand j'ai cherché un décor, évidemment, pour mon premier roman glacé, ayant eu les Pyrénées devant les yeux pendant toute mon enfance, je cherchais comme ça un décor froid, un petit côté scandinave, un petit côté voilà, avec la neige. Et ça s'est imposé évidemment tout de suite. Et l'idée de cette vallée, ça m'a donné l'idée d'enfermer mes personnages, comme on pourrait les mettre sur une île, on les enferme dans une vallée au fin fond de la montagne en plein hiver. C'est ce que Elisabeth George appelle un creuset. Voilà. Et à partir de là, les tensions montent et s'exacerbent. Donc il y a tout ça qui est intervenu au moment de choisir le décor. Et le personnage de Servaz est arrivé ensuite. Disons qu'il est né du décor. Et à partir du moment où ça se passait dans les Pyrénées, il me fallait un flic toulousain. Donc le SRPJ de Toulouse, et puis tout s'est enchaîné dans les livres suivants. Je suis revenu à ce territoire qui est désormais le mien, et il y a d'autres auteurs fameux, hein, Midi-Pyrénées, Pascal Dessins et bien d'autres. Mais je me le suis approprié, je pense que, et voilà, et j'y reviens. Alors justement, vous parliez de Servaz, des personnages, hein, ils ont une importance capitale dans vos livres. On suit aussi bien l'enquête, mais la vie privée de Servaz et aussi de ses amis, des relations qu'ils peuvent avoir les interactions qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres.
Pour créer vos personnages, vous vous inspirez de personnes réelles ou c'est complètement à chaque fois imaginaire? Alors moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Je crois que l'erreur à ne pas faire pour un romancier, c'est de prendre une personne réelle et de la transposer telle quelle dans une fiction. Ça serait une erreur. Il faut absolument dépasser toujours la réalité et utiliser son imaginaire pour construire un personnage. Un personnage, il a plusieurs facettes, il a plusieurs aspects. Ça peut être, on peut emprunter au réel, ce que je fais, certains côtés du personnage, y compris à moi-même, hein. Contrairement à Flaubert disant Madame Bovary, c'est moi je ne suis pas Martin Servaz, mais son côté, par exemple, un peu old school, les difficultés qu'il a avec les nouvelles technologies, avec voilà, tout ça, c'est un peu moi, je dois reconnaître, hein. Je le confesse volontiers. Après, il y a d'autres aspects qui ne me correspondent pas du tout. Disons que un personnage, ça se construit à partir de plein de choses, mais il y a un moment donné où la fiction doit entrer en jeu et donc on doit dépasser tout ce qui peut, on a pu, toutes les petites graines qu'on a pu grappiller dans la réalité. Et par ailleurs, il est aussi l'incarnation de certains aspects que je voulais représenter. Il y a Esperandio, son adjoint, par exemple, qui est un geek complet, qui lit des mangas, voilà, qui lit aussi Murakami, voilà, qui est très, très contemporain et qui est un peu à l'opposé de Servaz lui-même, qui lui fait des citations latines. Ces deux aspects de ma personnalité qui sont complémentaires. Je suis à la fois fasciné par la transmission du savoir à l'ancienne, l'érudition à l'ancienne, ça me fascine totalement. Et d'un autre côté, je suis aussi très attiré par les avant-gardes, la nouveauté. Et donc, j'ai séparé ces deux aspects en deux personnages finalement. Donc, j'ai attribué le côté vieille école à Servaz et le côté avant-garde à Espérandieu. Voilà, il y a tout un processus, c'est assez complexe la création de personnages. Mais à un moment donné, il faut qu'il prenne vie, il échappe presque à son créateur et à ce moment-là, c'est là où vraiment on sent qu'on a réussi quelque chose quand dans ce personnage, on a l'impression d'avoir affaire à à une personne, une vraie personne, une personne qu'on pourrait croiser. Et alors justement, l'autre question, votre écriture, vous faites plutôt des plans, parce que je sais qu'on parle souvent d'Elroy, qui Mhm. fait un plan de 3000 pages pour sortir un bouquin de 500. Tout est détaillé à l'avance, tout est voilà. Il y a d'autres auteurs, on recevait Hervé Lecor il n'y a pas longtemps, qui nous expliquait que lui, il partait, il écrivait le premier chapitre, et du coup, il avançait comme ça, de chapitre en chapitre, ce qui l'obligeait à revenir en arrière, souvent, à repartir. Vous êtes plutôt quel type d'écrivain, entre guillemets, quel type d'écriture? C'est un peu de la mécanique, tout ça, mais Oui, je comprends, c'est de la cuisine, de la cuisine, c'est mais ça, ouais. ouais, ça peut être intéressant la cuisine littéraire. Moi, je suis un peu ambivalent entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fonctionné comme dans Glacé, j'ai fonctionné comme Hervé Lecor. J'avais le début, j'avais la fin, j'avais pas le milieu. Donc, je suis un peu parti à l'aventure et j'ai beaucoup fait marche arrière. Je suis beaucoup revenu en arrière. J'ai réécrit des scènes plusieurs fois, ce qui fait que j'ai écrit des milliers de pages finalement pour en produire 500. Dans le cercle, déjà, j'avais un synopsis un peu plus précis, un peu plus détaillé, mais sans l'être autant que Elroy, hein, on est bien d'accord. Et dans N'éteins pas la lumière, là, pour le coup, j'avais vraiment un synopsis très très précis parce que ça joue vraiment sur la mécanique. N'éteins pas la lumière, c'est une mécanique, voilà, c'est une manipulation. On manipule à la fois le lecteur comme les personnages le sont à l'intérieur du livre. Il fallait que ça soit extrêmement précis dans chaque scène. Donc là, j'avais un plan très construit, à peu près au millimètre. Mais il y a une phrase de Didier Van Kovlart que j'aime beaucoup. Moi, il dit ceci, il dit un plan, c'est comme une route, c'est fait pour être quitté. Alors même quand j'ai un plan assez détaillé, il y a toujours un moment donné où je quitte la route, hein. Et je pense que si on veut garder un peu de spontanéité et finalement si on veut vraiment surprendre le lecteur autrement que par des artifices d'auteur de polar, il faut à un moment donné se surprendre soi-même. Et du coup, donc le troisième roman dont on parlait est très différent un peu des autres, puisque j'ai entendu dire que vous l'aviez découvert dans un avion, imaginé dans un avion, c'est ça, j'ai cru entendre? Oui, enfin c'est pas venu non plus uniquement à ce moment-là, mais c'est un peu du storytelling, hein, mais enfin bon, mais il y a de ça, oui, il y a de ça. Tiens que oui, j'avais envie de parler j'ai toujours été moi personnellement en tant que lecteur et en tant que spectateur fasciné par les romans ou les films paranoïaques où il est question de manipulation, de harcèlement. Je me souviens du fameux Rebecca de Hitchcock avec cette scène où on a Joan Fontaine qui est poussée au suicide au bord d'une fenêtre de Manderley par la très perverse Mrs. Danvers, ou bien les films paranoïaques de Polanski, le locataire qui est extraordinaire, ou ce malheureux Trelkowski est poussé au suicide par les habitants de son immeuble, comme l'avait été avant lui la précédente locataire. Enfin,
j'ai toujours été attiré par ce genre. Et il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire sur ce sujet-là, sur la manipulation et sur l'emprise, parce qu'en fait, c'est une histoire de harcèlement, mais c'est une histoire d'emprise. Qu'est-ce qui se passerait si finalement tous les fils de votre existence étaient contrôlés par une tierce personne dans l'ombre? Et en effet, j'étais dans un avion pour l'Argentine. Je devais participer à un salon du livre en Argentine et 40 heures d'avion aller-retour entre Paris, Madrid, Buenos Aires, Mar del Plata. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'avion, comme moi, c'est quand même une épreuve. Donc je cherchais absolument un livre qui puisse me faire oublier cette peur de l'avion, en dehors de mon petit quart de l'Exomile en plus. Et je suis tombé sur Femmes sous emprise de Marie-France Irigoyen, qui parle de ça, qui est un livre absolument fascinant et terrifiant, qui parle d'harcèlement, de manipulation au sein du couple, qui en décrit tout le processus, c'est-à-dire la vulnérabilité des victimes, la prise de contrôle, le harcèlement, les actes d'intimidation, les menaces, les humiliations, l'isolement, etc. Et donc, pendant ces 14 heures d'avion entre Madrid et Buenos Aires, je précise, c'est celle-là qui était les plus pénibles, alors que la carlingue était dans le noir et tout le monde dormait. Moi, j'avais allumé ma petite lumière et je prenais note sur note. Et quand on est arrivé à Buenos Aires, je n'avais pas dormi. Mais en revanche, je tenais une histoire. Voilà, pour l'anecdote. Et dans ce livre-là aussi, Servaz est moins présent, enfin moins le personnage central que dans les deux premiers, en fait. Surtout par rapport au cercle, où il est vraiment au centre de l'histoire. Lui et sa fille Margot, dans le cercle, tout tourne autour de son passé, puisque son passé va ressurgir. Et là, il est quand même très présent. Il y a deux intrigues, en fait, comme souvent dans le thriller, qui se rejoignent à un moment donné. Et il est le personnage de la deuxième intrigue, mais la première intrigue est occupée par ce personnage de femme dans la trentaine, de victime, qui va voir, comme je l'ai dit, toute son existence lui échapper et être le contrôle de son existence être pris par une personne qui se tient dans l'ombre et qu'on découvrira à la fin. Et alors, pour finir, une question. Votre prochain roman, vous êtes déjà dessus? Oui, oui, je suis dessus. Je rentre des États-Unis. J'étais il y a un mois environ là-bas pour rencontrer des policiers américains, des enquêteurs. Ça s'appelle les détectives là-bas, mais ce n'est pas des détectives au sens français du terme. Détective, ça veut dire enquêteurs, des shérifs, des spécialistes criminal special et analystes, des analystes criminels, des spécialistes de tout un tas d'aspects voilà, de la police américaine. Et j'en ai rencontré beaucoup. Et, ils m'ont donné un matériau extraordinaire. Et je suis revenu. Et depuis, je suis en train de mettre en place une histoire que j'espère diabolique. Mais je pense que ouais, ça commence à prendre forme. Et il y aura encore une atmosphère importante. L'importance du décor, de l'atmosphère est très très présente parce que c'était un décor absolument extraordinaire où on se trouvait. Mais j'en dirai pas plus. Juste, il fera toujours aussi froid ou Ah, Joker, on verra bien. En tout cas, il y aura une certaine importance du climat, oui, ça c'est sûr. Bien, Bernard Minier, merci d'être venu aujourd'hui. Et on suivra donc les aventures de Servaz une fois de plus. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci, au revoir. Au revoir.